Bienvenue dans cette seconde partie de Demain à la Une. Cap sur Shanghai maintenant. À l'image d'une trentaine d'autres villes chinoises, la mégalopole se déconfine progressivement. Ce lundi 6 juin, retour en classe pour les élèves de collège et lycée. Ils étaient depuis plus de 2 mois soumis à un strict confinement. Comme les 25 millions d'habitants de Shanghai, une libération en plusieurs étapes et sous conditions. On va le voir avec Lou qui est là. Bonjour à vous Lou, vous êtes la correspondante de France 24 à Shanghai. Merci d'être avec nous en direct. Et puis en plateau ici Charles Pellegrin, ancien correspondant à Pékin, de retour à Paris. Très heureuse de vous avoir tous les deux. Je vous propose, Lou et Charles, d'écouter dans un premier temps ce que disait il y a quelques jours la maire adjointe de Shanghai qui commentait justement ce déconfinement progressif. On va l'écouter. L'épidémie a été efficacement maîtrisée. Toute la ville entrera dans la 3e phase, c'est-à-dire l'étape de la reprise complète de la production et de la restauration de l'ordre de vie dans toute la ville. Une déclaration plutôt rassurante et optimiste, sauf que Lou, au quotidien, la réalité est tout autre. La population est soumise à de très lourdes mesures. C'est ce que vous constatez, vous, quotidiennement, quasiment. Oui, aujourd'hui, la majorité des Shanghaïens a le droit de marcher dans la rue, mais pour prendre les transports en commun, pour entrer dans un magasin, dans un centre commercial ou pour aller travailler, pour aller au bureau, il faut obligatoirement présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les résultats des tests sont liés à un QR code de santé individuel. Tout le monde en a un sur son téléphone et donc il faut le montrer, le scanner pour entrer dans un lieu public. Ça permet aussi aux autorités de continuer à tracer les nouveaux cas et les cas contacts et à les isoler si besoin. Et depuis la réouverture de Shanghai, c'est le nouveau rituel. Tout le monde va se faire tester très régulièrement. Il y a des points de dépistage un peu partout dans la ville, mais pas assez pour les 25 millions d'habitants. Les files d'attente sont immenses. Ça peut prendre des heures de se faire tester. Et donc, cette liberté retrouvée, elle est conditionnelle. Et en plus des restrictions dans la ville, il y en a aussi ailleurs en Chine. Aujourd'hui, Shanghai est toujours considéré comme une zone à risque. Ça restera comme ça tant qu'il n'y aura pas eu 0 nouveau cas pendant 2 semaines consécutives. Et donc, la réouverture, elle est très progressive et très contrôlée. Avant de revenir sur cette politique zéro Covid avec vous, Charles, Lou, est-ce que ce régime que vous décrivez à l'instant, est-ce qu'il s'applique aux Shanghaïens seulement ou même aux étrangers ? Tout le monde est logé à la même enseigne, que ce soit maintenant ou pendant le confinement. C'était confinement strict à la maison pour tout le monde et centre d'isolement en cas de test positif. La différence, c'est que même si pendant le confinement, c'était difficile d'aller jusqu'à l'aéroport, les étrangers avaient le droit de quitter le territoire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de départs et il y en a encore. En revanche, pour les Chinois, partir de Chine, c'est beaucoup plus compliqué. Les autorités chinoises ont restreint les voyages pour leurs ressortissants depuis le début de la pandémie. Elles délivrent beaucoup moins de passeports. Et pour partir, il faut avoir une bonne raison et le prouver, c'est-à-dire donner des preuves tangibles, par exemple, de mutation professionnelle ou d'études universitaires. On ne peut pas partir comme ça quand on est chinois. Charles, ce virus, cette pandémie, par définition, a été mondiale. Les pays ont adopté leur politique en matière de confinement, de restriction. Pourquoi est-ce que ça a été si rigoureux, si strict même en Chine ? Il y a beaucoup de raisons pour cette stratégie zéro Covid extrêmement stricte en Chine et en fait, ça commence parce que c'est la première méthode qui a été utilisée quand le virus est apparu fin 2019, début 2020, et qu'à l'époque, elle a fonctionné, cette méthode. À Wuhan. À Wuhan, exactement, dans la province du Hubei. Cette ville a été confinée pendant plusieurs mois au début, et la province entière aussi, et plus ou moins a été sacrifiée pour protéger le reste du pays et l'économie du reste du pays. Ça, combiné à la fermeture des frontières, ça a permis à la Chine, assez rapidement, en plusieurs mois, de ressortir de cette première vague du Covid assez fortement, avec des chaînes d'approvisionnement qui ont pu reprendre, avec l'industrie qui a pu reprendre, alors que l'épidémie s'embrase dans le reste du monde et devient en effet une pandémie. C'est une époque en plus où il n'y a pas d'autres traitements, les vaccins n'ont pas encore été développés, c'est vraiment un peu la seule solution qui fonctionne. Ensuite, il y a la propagande qui s'en mêle. Et à ce moment-là, face à ce succès du modèle chinois plus ou moins par rapport au reste du monde où les cas, les infections s'enflamment, la Chine parvient à garder ses chiffres d'infection assez bas, et bien tout d'un coup, on a beaucoup d'éditoriaux qui parlent de la supériorité du modèle chinois, de la gouvernance à la chinoise, et rapidement, le nom de Xi Jinping est associé à cette politique zéro Covid, et à ce moment-là,
impossible de faire machine arrière, car ça remet en question l'autorité du chef d'une certaine façon. Sauf qu'entre-temps, il y a eu des variants plus transmissibles, le variant Delta et maintenant le variant Omicron, qui font en sorte que cette stratégie zéro Covid est un peu moins bien adaptée, mais il s'efforce de la suivre, car c'est la route qui a été décidée. Et on ne change pas de cap. On ne change pas de cap. Ensuite, il y a certaines raisons qui font qu'il faut continuer à utiliser cette méthode. C'est que le vaccin chinois est relativement inefficace face au variant Omicron, et aussi que le système de santé chinois n'est pas prêt à faire face à une vague de patients et de malades comme on a pu le voir dans d'autres pays où ça a été même très compliqué, même pour un pays entièrement développé comme la France. Et ce sont ces raisons que vient d'évoquer Charles, Lou, qui font en sorte aussi que même si là on parle d'un déconfinement qui se fait progressivement par étapes, à tout moment on peut décider de reconfiner une ville, un quartier, un district. Oui, et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience. Un jeudi matin, j'ai eu la mauvaise surprise de voir la porte de ma résidence à nouveau barricadée et surveillée. C'était à peine 24 heures après le déconfinement officiel de Shanghai. Donc j'ai eu à peu près 24 heures de liberté conditionnelle. Les autorités disent que c'est parce qu'il y aurait un cas suspect dans mon quartier, on ne sait pas exactement où, mais ça suffit pour remettre sous cloche des résidences entières, plusieurs. Dans la mienne, pour vous donner une idée, j'ai environ 3000 voisins, et donc depuis, on doit se faire tester régulièrement jusqu'à ce que les autorités décident que le risque est écarté. Et ça, c'est une peur qu'ont les Shanghaïens, d'être à nouveau enfermés pour un cas contact ou un cas positif. Et il y a de fortes probabilités que ça se reproduise ailleurs dans les jours et les semaines qui viennent. Sur la simple base de la suspicion, on peut prendre de telles mesures que partage d'ailleurs avec nous Lou, c'est son récit et son vécu. On a même vu par moments, Charles, sur des images amateurs, des citoyens emmenés littéralement de force vers des centres de quarantaine. Oui, des images qui ont forcément choqué beaucoup, surtout à l'étranger, où ce système a l'air complètement absurde, et qu'il est d'une certaine façon. Mais ça a vraiment montré que les Shanghaïens ont été poussés à leurs limites. Mais cette colère s'est surtout dirigée vers les comités de quartier qui ont été tenus responsables de la mise en place de la politique zéro Covid, et aux autorités locales, aux autorités de Shanghai. Le gouvernement central, Xi Jinping lui-même, n'a jamais vraiment été visé ou remis en question par ces mouvements de colère. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est surtout une forme de désespoir, surtout chez la jeunesse chinoise. Lou Kisiela avait fait un reportage sur ces jeunes Chinois qui cherchent à émigrer. On a pu voir qu'en avril, la recherche du mot émigration sur le réseau social Weibo, par exemple, a été multipliée par 4. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça y on voit aussi une jeunesse chinoise désengagée de la vie en société, qui cherche plutôt à mener une vie sans encombre, un peu loin de ce qui est proposé par le Parti communiste. Et ça, en fait, on résiste moins, et on se résigne et on accepte, on subit. On subit, et on cherche même à revendiquer ce côté un peu passif face aux demandes du parti, qui est toujours d'être très engagé à 100% sur le projet de renouveau de la civilisation chinoise, de renouveau de la nation chinoise. Et ça, c'est un vrai problème pour le parti, car ils ont besoin de cet engagement. Lou, avant d'être partiellement reconfiné, en tous les cas dans votre quartier, vous avez pu réaliser un reportage pour France 24 qu'on a diffusé sur cette antenne, sur cette liberté, semi-liberté en tous les cas retrouvée pour les Shanghaïens. Je voudrais qu'on écoute un extrait de ce reportage. 2 jeunes filles qui expliquent que finalement elles avaient eu l'impression d'être anesthésiées pendant ce confinement. On va les écouter, on va se reparler, on va s'intéresser à la répercussion psychologique de cet enfermement sur la population. On écoute d'abord. C'était comme un rêve, comme si on avait été anesthésié pendant 2 mois. Et aujourd'hui, on se réveille. On s'est dit qu'on allait rester jouer ici jusqu'à ce que la nuit tombe. Comme ça, on reste ensemble le plus longtemps possible. Il y a eu un impact économique. Nos vêtements sont restés en stock et on a perdu des clients. Certains sont encore confinés, donc on n'a pas beaucoup de monde pour l'instant. On vend surtout en ligne. On l'imagine, Lou, Charles d'ailleurs aussi, très difficile de tenir le coup sur le plan psychologique, tant ces mesures sont très strictes. Est-ce qu'il y a un accompagnement en particulier qui a été mis en place, Lou, pour assister sur le plan psychologique d'abord les populations, ou pas du tout ?
Alors, il y a bien eu des lignes téléphoniques, des lignes d'écoute qui ont été mises en place pendant le confinement, mais elles ont été très vite saturées. Certaines parlaient même d'urgence psychologique à Shanghai en avril, et on sait que les conséquences psychologiques, les conséquences sur la santé mentale, elles se mesurent à long terme. On sait déjà que d'après une étude, 2 Shanghaïens sur 5 déclarent souffrir de symptômes dépressifs, et forcément, après minimum 2 mois d'enfermement, après ne pas avoir eu d'interaction sociale, parfois aucune, après avoir eu des problèmes d'approvisionnement en nourriture, des pertes d'emploi, des pertes de revenus, les conséquences sur la santé mentale, elles sont catastrophiques. Il y avait certains patients qui souffrent de troubles mentaux, qui n'ont pas pu avoir accès à leur traitement et à leur suivi pendant le confinement. On n'a pas de données gouvernementales sur le nombre de suicides, mais on sait qu'il y en a eu plusieurs. Et si on compare avec Wuhan en 2020, à l'époque, le nombre de suicides avait fortement augmenté. Donc il y a un accompagnement minime. Ce n'était pas la priorité des autorités à ce moment-là, mais c'est certain qu'il va y avoir des conséquences sur le mental et la santé mentale des citoyens. Et puis des conséquences aussi sur l'économie. Charles Loup venait de parler de perte de revenus, de commerces qui ont fait faillite. Les conséquences, elles sont irréversibles. En tout cas, on va les sentir là encore sur le long terme. Oui, absolument. Et les derniers indicateurs sont assez inquiétants pour l'économie chinoise. On voit la confiance des consommateurs qui est en berne sur les derniers mois. Une baisse de l'activité manufacturière aussi sur les 3 derniers mois, ce qui est un vrai problème. Et c'est les exportations qui ont énormément souffert, avec même certaines multinationales qui cherchent à diversifier leur chaîne d'approvisionnement, car ils ne savent pas s'ils peuvent encore compter sur leurs usines en Chine de rester ouvertes, de garder leur flux tendu d'une certaine façon. Donc on a pu le voir cette semaine avec Apple par exemple, qui a annoncé qu'ils allaient bouger une partie de leur production d'iPad vers le Vietnam, car le Vietnam a une politique plus flexible quand il s'agit du Covid-19. Alors l'État intervient, l'État a la main mise sur l'économie en Chine, donc c'est l'avantage. Ils rajoutent des lignes de crédit pour encourager l'investissement dans l'infrastructure, mais ça rajoute des problèmes de dette. À côté de ça, il y a bien sûr des baisses d'impôts pour encourager la consommation, etc. Mais ensuite, le risque, c'est qu'il y ait une autre épidémie, qu'il y ait un autre variant qui arrive. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est rebelote avec à nouveau des confinements extrêmement stricts? En tout cas, la politique chinoise actuellement semble aller dans ce sens-là. Et elle est en tous les cas pleinement assumée. Merci beaucoup, Charles. Un grand merci à vous, Lou, qui est là depuis Shanghai. Merci à vous de votre attention. On va poursuivre. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. France Info et France 24 présentent. Plongé au cœur d'un pays à la une de l'actualité, c'est le rendez-vous que vous donne Le Monde dans tous ses états. Chaque semaine, désormais, partez à la découverte des grands enjeux qui animent le monde avec nos reportages, nos envoyés spéciaux sur le terrain, le décryptage d'un grand témoin. C'est sur France Info et France 24.